Merci d'être avec nous ce soir, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Antenne A. Ce journal reçoit pour vous Patricia Kaniki. Elle est présidente de l'ASBEL, passé, présent, futur PPF. Avec elle, nous parlerons bien sûr des activités de cette ASBEL qui vient de voir le jour à Bruxelles. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Nous n'en sommes pas encore là. Tout d'abord, quelques nouvelles de l'actualité. Nous le disions hier, l'explosion meurtrière d'un dépôt de munitions vendredi à Mbujimayi a fait plus de 20 morts et plusieurs blessés selon des sources onusiennes. Nous pouvons rester sous silence devant ce drame. La représentation nationale a adressé 2 questions d'actualité au vice-premier ministre et ministre de la Défense, Alexandre Lubantambo. Celui-ci a aussi fourni des éclaircissements sur la participation des éléments des FRDC au sein de la MISCA, entendez la mission de l'Union africaine en République centrafricaine. Reportage Laïn Bofanobongo et Blaise Lunda. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Alexandre Lubantambo, a répondu à la question d'actualité lui adressée par les députés nationaux Conde Villa Kikanda concernant l'explosion meurtrière du dépôt des munitions en Mbujimayi. Selon l'élu du peuple, la représentation nationale a le droit de savoir ce qui s'est réellement passé dans la nuit du vendredi 23 janvier 2014. Dans sa réplique, le vice-premier ministre en charge de la Défense, Alexandre Lubantambo, a fait savoir que l'explosion avait provoqué des dégâts dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Certaines maisons en briques, a-t-il indiqué, ont été soufflées. S'agissant des causes de cette explosion, Alexandre Lubantambo a fait savoir que la foudre serait la cause de cette catastrophe. Elle aurait provoqué un incendie ayant entraîné des explosions en chaîne. Du point de vue des pertes et des dégâts, il y a eu 21 décès, il y a eu 54 blessés. Et il y a eu des maisons, notamment dans les camps militaires, et dans les cités, des maisons qui ont été soit endommagées, soit détruites. Les maisons détruites, c'était au niveau du camp militaire, complètement détruites. Alors, au niveau des mesures qui ont été prises par le gouvernement, d'abord, nous avons pris à charge entièrement les funérailles. Nous avons évacué, comme je l'ai dit, les blessés graves. Il y en avait 3 blessés graves qui ne pouvaient pas être soignés sur place. On les a évacués sur Kinshasa. Nous avons adopté, donc si vous voulez déterminer, une allocation unique forfaitaire pour chaque cas de décès et pour chaque cas des maisons endommagées. Par ailleurs, dans une autre question d'actualité, les députés nationaux, par les truchements de Conde Villa Kikanda, ont demandé aux membres du gouvernement les critères qui ont motivé la décision de l'envoi des forces armées de la RDC à Bangui, en République centrafricaine. Pour rappel, le gouvernement congolais a annoncé le 22 décembre 2013 son intention d'envoyer 850 soldats en République centrafricaine pour participer à la force de l'Union africaine déployée sur place. Cette contribution ne cesse pourtant de susciter des interrogations. Justement, initialement prévu pour lundi 27 janvier 2014, l'inhumation des victimes de l'explosion de la poudrière du camp militaire de la 5e brigade du Kassai oriental a été reportée à une date ultérieure. Les détails avec notre correspondant à Mbujimayi, Mado Mwenga. Mbujimayi attend impatiemment enterrer les victimes de l'explosion du dépôt des munitions du camp Nyongolo. 21 morts selon les sources officielles, alors que les sources concordantes parlent d'une quarantaine de tués. Dans un programme officiel publié ce week-end, le maire de Mbujimayi indiquait que l'exposition de corps, ou ce qu'il en reste en tout cas, devait avoir lieu ce lundi. Mais jusqu'alors, aucune confirmation du programme, aucune autre date n'a été donnée. Et puis, la grande place de la Poste au centre-ville du chef-lieu du Kassai oriental n'a pas été réaménagée pour la circonstance. Pas de catafalque, pas de chaise, pas d'officiel, rien du tout. L'explosion du dépôt de munitions intervenue vendredi dernier dans la capitale diamantifère a endeuillé plusieurs familles. À l'instar du petit Ramazani, 2 mois, le nourrisson a perdu ses 2 parents, partis tous embrouillés après qu'une roquette soit tombée sous leur toit à plus ou moins 3 km du lieu du drame. Le pauvre garçon est actuellement interné à la polyclinique de Mbujimayi après une fracture de la chambre. Disons aussi que le gouverneur de province a visité quelques structures hospitalières qui s'occupent des soins de nombreux blessés le samedi dernier. La promesse faite est d'acheminer les blessés dans un grand centre de la capitale Kinshasa.
Jusqu'alors, seuls 4 blessés graves ont pris l'avion ce dimanche. Les autres doivent encore attendre. Signalons par ailleurs que le gouvernement central a compati au malheur des êtres kassaïens. Une somme importante est disponible dans un compte en banque. Le montant n'a pas été communiqué à la presse. Cette assistance devrait alléger tant soit peu les souffrances de ceux dont les maisons ont été détruites. Autre nouvelle, c'est la destruction de bombes et autres munitions restantes. L'opération est prévue incessamment. Elle sera exécutée par les experts de l'ONU qui arrivent en Mbuji-Mayi ce mardi. De Mbuji-Mayi, Madominga pour Antenne A. Et puis le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, s'est entretenu ce mardi 28 janvier 2014 avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Les deux personnalités ont évoqué ensemble la situation politique en RDC. Ils ont notamment mis l'accent sur le processus DDR, entendez, démobilisation, désarmement, démobilisation et réinsertion. Reportage Lani Bofano-Mbungo et Blaise Lunda. Il faut que la République démocratique du Congo se dote d'un plan DDR, à savoir désarmement, démobilisation et réinsertion pour tous les miliciens. Les Nations Unies proposent son application effective afin de permettre aux ex-combattants M23 en exil de regagner le pays. C'est ce qui ressort de l'audience que le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a accordé au patron de la MONUSCO, Martin Kobler. Nous avons parlé sur nos priorités, en particulier la loi d'amnistie, le processus de DDR, parce qu'il faut consolider l'acquis de 2013. C'est aussi la première priorité de la MONUSCO. Les plans DDR concernent le désarmement, la démobilisation, la réintégration et la réinsertion sociale des membres des groupes armés nationaux. Ce plan privilégie une réintégration de ces combattants dans la vie sociale, mais pas automatiquement dans l'armée. Qu'est-ce qui empêche la RDC de transformer le gaz méthane du lac Kivu en énergie électrique? Eh bien, c'est la question d'actualité posée au ministre des Ressources hydrauliques et à celui de l'Environnement. Devant les sénateurs, ce mardi 28 janvier, Bruno Kapandji et Bavon Sampoutou ont rassuré que tout est fin prêt pour le dégazage et surtout l'exploitation de ce gaz au Nord Kivu. Eric Izami, Blaise Zunda, Patricia Mouli. Le lac Kivu sépare le Rwanda, le Burundi du Congo-Kinshasa. Il contient d'énormes potentiels en termes de gaz méthane susceptibles de produire l'énergie électrique. Pendant que déjà, en 1963, le Rwanda disposait d'une structure pour exploiter ces gaz côté congolais. Quelques tentatives sous Mobutu ont été initiées, puis rien. Des décennies après, le Rwanda arrive tant soit peu à transformer ce gaz en électricité pendant qu'au Congo-Kinshasa, que de projets et de colloques généralement sans lendemain. Mardi 28 janvier, dans sa réponse au Sénat, Bruno Kapandji est plusieurs fois revenu sur le mot projet. Les partenaires multilatéraux ont fourni déjà des financements pour les lignes jusqu'à Goma, jusqu'à Butembo et Beni, en ce qui concerne la partie intérieure, et des lignes vers le Rwanda et le Burundi. Il ne reste plus qu'à boucler le financement, compléter le financement de la centrale elle-même. Autant pour son collègue de l'environnement, Bavon Sampoutou, dont le secteur est concerné par cette question transversale, qui est de projet. Les coûts élevés des importations de produits pétroliers, la lutte contre la déforestation et l'érosion du sol à travers la substitution du bois énergie par les gaz méthane pour les besoins domestiques. Selon les deux membres du gouvernement Matata, le dégazage du lac Kivu coûterait 10 millions de dollars et tout est déjà fin prêt pour exécuter cette démarche pour que le lac Kivu ne soit pas un lac tueur comme le lac Nyos au Cameroun dans les années 80. Et puis le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, a participé du 27 au 28 janvier à Addis Abeba à la rencontre des ministres des Affaires étrangères réunis en leur 24e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le thème retenu cette année est 2014, année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique. Cette rencontre se tient en prélude du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu pour jeudi 30 et vendredi 31 janvier. Ce sommet s'ouvre donc demain. Après-demain, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 28.
Et puis l'envoyé spécial du département d'État américain pour la région de Grand Lac, Russell Feingold, a animé ce mardi 28 janvier une conférence de presse à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis en RDC à Gombe. Le diplomate américain est revenu sur la nécessité de la loi d'amnistie en cours d'examen au Parlement congolais. Eric Izami, Blezunda, Patricia Mouli. Russell Feingold a fait l'économie de son séjour de 9 jours dans la région de Grand Lac. 9 jours d'emprunt des déplacements multiples qui l'ont conduit jusqu'à Luanda, en Angola. Pour Feingold, les USA croient en la loi sur l'amnistie déjà votée au Sénat pour les faits d'insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques commis du 1er juillet 2003 au 20 décembre 2013 sur le sol de la République démocratique du Congo, comparé aux précédentes, il en juge différentes. Mais cette loi d'amnistie, à mon sens, est différente de toutes les autres qui ont été bien sûr votées par le passé, et c'est pour cela que j'estime qu'elle est bonne. The other amnesty laws gave amnesty who had committed war crimes and crimes against humanity. Et les autres lois d'amnistie, bien sûr, ont amnistié des personnes qui avaient, dans les faits, commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. And in some cases even allowed some of these individuals to rejoin the Congolese military. Et ces lois ont même, dans certains cas, permis à certains de ces criminels présumés de pouvoir réintégrer l'armée. Que dire de l'éventuelle réorganisation au Rwanda et en Ouganda du M23 des faits par le FARDC? Les États-Unis d'Amérique mettent un accent particulier sur le respect des engagements pris par chacun des pays membres de l'accord cadre d'Addis Abeba. Aussi, Washington soutient l'organisation des élections locales, provinciales et rappelle que la loi fondamentale se portera mieux si elle n'est pas bougée d'un iota. Entre-temps, le gouvernement ougandais procède au rapatriement forcé des réfugiés congolais vivant sur son territoire. Dans un communiqué publié ce lundi, le président de la société civile de Watalinga, une localité de Béni, déplore les conditions dans lesquelles ces réfugiés sont traités, puisqu'on signale même de pertes en vies humaines. Les détails avec notre correspondant à Béni, Fiston Mahambo. Le gouvernement ougandais a procédé à un rapatriement forcé des réfugiés congolais dans des cas le week-end dernier. Ces réfugiés congolais ont été contraints de force à quitter les familles d'accueil et d'aller vivre dans les cas érigés à Bubukwanga, en district de Bundibungyo. Cette nouvelle est livrée ce lundi par la société civile de la chefferie de Watalinga, frontalière de ces districts ougandais, et d'où sont originaires ces Congolais qui ont fui les récents affrontements entre les rebelles ADF et l'armée congolaise à Kamango en Noël 2013. Cette organisation citoyenne déplore les pertes en vies humaines parmi les réfugiés congolais et des blessés. David Moise, président de la société civile de Watalinga, qualifie ceci de violation du droit humanitaire international par le gouvernement ougandais. Il condamne aussi l'absence de la MONUSCO dans la chefferie de Watalinga, alors que celle-ci a dans ses attributions la protection des populations civiles. Il signale que depuis juillet 2013, il n'y a aucune présence des casques bleus de l'ONU dans la région. Signalons que le gouvernement de l'Ouganda n'est pas à sa première action d'expulsion ou de maltraitance des réfugiés congolais. Le dernier cas remonte en novembre 2013 où l'on avait noté la mort d'un enfant réfugié congolais aux côtés de plusieurs blessés. Fiston Mambalarous à Béni pour Antenne 1. Voilà qui nous amène de parler de Bosco Ntaganda, l'ex-chef rebelle du CNDP au Nord Kivu. Eh bien, après son transfèrement et sa première comparution à la Cour pénale internationale, l'audience de confirmation de charge de cet ex-chef rebelle est prévue pour le 10 février prochain. Les détails avec Sylvie Fortuné-Moula. Poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri entre 2002 et 2003, Bosco Ntaganda sera devant le juge de la chambre préliminaire le 10 février 2014 pour la première audience de confirmation de charges. Il sera question pour le procureur de compléter ses enquêtes sur les charges retenues contre lui, telles que les crimes de viol, d'esclavage sexuel, de meurtre, d'attaque des civils, des pillages et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans. Une fois qu'il aura bouclé son dossier,
dossier, le procureur devra le défendre face au juge et ces derniers pourront alors décider si oui ou non Bosco Ntaganda peut être mis en accusation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité afin d'être renvoyé en procès, a dit Paul Madidi, le chargé de communication de la CPI en RDC. Jusque-là, 922 victimes ont été enregistrées pour participer aux audiences de confirmation de charges dans cette affaire. Ainsi, le juge de la chambre préliminaire qui vont statuer lors de cette audience ont reconnu à 97 enfants ex-soldats et 825 autres personnes la qualité de victimes et le droit de pouvoir participer aux procédures contre l'audience. Pour rappel, au cours de sa première comparution devant la Cour pénale internationale le mardi 26 mars 2013, consacrée notamment à la vérification de son identité, l'ancien chef de guerre et rebelle Bosco Ntaganda avait clamé son innocence. Après la formation du gouvernement de transition en République centrafricaine, le Conseil des Nations Unies a statué ce mardi 28 janvier sur le projet de résolution des Nations Unies contre les violences récurrentes en RCA. Les diplomates de l'ONU ont avalisé des sanctions ciblées contre certaines personnalités et l'envoi d'une force de l'Union européenne. Commentaire Nadia Koulianfouka. C'est une équipe préférée que la présidente Catherine Samba-Panza et le premier ministre André Nzapa-Eke ont décidé de constituer ce lundi 27 janvier. Un gouvernement qui compte 20 ministres parmi lesquels des représentants de la Seleka et Antibalaka. 7 femmes font également partie de ce gouvernement de transition composé à la fois des proches de l'ex-rébellion Seleka, des milices chrétiennes ainsi que des figures connues de la politique centrafricaine. L'annonce de ce gouvernement intervient dans un contexte tendu et pourtant des ex-rebelles Seleka ont commencé à quitter Bangui, la capitale centrafricaine, qui connaît depuis plusieurs jours un regain de violence entre chrétiens et musulmans. Dans un communiqué, les Nations Unies ont signalé des graves violences au-delà des Bangui. Ces derniers jours, des ex-Seleka auraient ainsi tiré sur la population. Ce qui prouve que le nouveau gouvernement que dirige André Nzapa-Eke a fort à faire sur front des violences et de la crise humanitaire sans précédent qui touche le pays. Il faut dire que les Centrafricains sont en attente du vote ce mardi d'un projet de résolution des Nations Unies prévoyant des sanctions à l'encontre des responsables de violences en Centrafrique. Pour boucler complètement ce chapitre politique, voici un communiqué émanant de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI porte à la connaissance de responsables et chefs de partis politiques régulièrement enregistrés en RDC qu'en prévision de la cérémonie du 8 février prochain consacrée à la signature du Code de bonne conduite et du protocole d'accord instituant le comité de liaison entre la CENI et les partis politiques, les dispositions suivantes ont été arrêtées du 28 janvier au 26 février 2014. Premièrement, réouverture de l'accréditation en faveur de mandataires des partis politiques non encore accrédités de 9h à 17h à la maison des élections située à l'immeuble ex-Kinmazière dans la commune de la Gombe. Deuxièmement, retrait par les mandataires des partis politiques des différents textes et invitations. Ce communiqué est signé par Jean-Pierre Kalamba Moulumbawi, rapporteur de la CENI. Le moratoire de 30 jours accordé aux conducteurs des taxis à partir de lundi 27 janvier pour se conformer à la réglementation sur la circulation routière va expirer le 28 février prochain. André Kimbuta Yango, gouverneur de la ville, l'a annoncé au cours d'une réunion à laquelle ont été conviés le commissaire provincial de la police, les conducteurs de mototaxis et quelques membres du gouvernement provincial concernés par cette mesure. C'était à l'hôtel de ville à Gombe. Reportage Willy Kacha. Un mois, c'est la décision prise par l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa pour que les conducteurs de taxi-moto se mettent en règle avec les documents de bord. L'exécutif provincial vient de décider d'un moratoire de 30 jours pour que le conducteur et le propriétaire de moto-taxi se mettent en règle. C'est moratoire que le gouverneur André Kimbuta Yango accorde à tous les Kinois qui se servent des motos comme moyen de transport, cours du 28 janvier au 28 février 2014. En règle par rapport à la plaque d'immatriculation, par rapport à la police d'assurance et par rapport à l'autorisation de transport. Un guichet unique est installé à la 7e rue Alimité au département véhicule
de la Direction générale des impôts. Cette réunion présidée par le chef de l'exécutif provincial ce 27 janvier a connu la participation de l'association des conducteurs de motos, du commissaire provincial de la police Célestin Kanyama et des ministres provinciaux du transport, de la population et de l'éducation. Qu'en pensent alors les conducteurs de motos? Aujourd'hui, nos larmes ont coulé à la table de notre gouverneur. Il nous a compris. Les ports de casque, le nombre de personnes à transporter, les permis de conduire sont entre autres les exigences de l'exécutif provincial vis-à-vis des motocyclistes. Le 1er mars 2014, les motos non en règle seront interdits de circuler dans les artères de Kinshasa. Situation déplorable pour les habitants du quartier Ndanou dans la commune de Limete. Ce coin de la capitale connaît depuis plusieurs jours de graves inondations. Elles sont causées par les débordements des cours d'eau environnants. L'on note également d'importantes pertes matérielles chez les habitants de ce quartier. Reportage signé Magali Sissi et Jouzen Belebe. C'est une image de désolation que présente le sous-quartier Ndanou à Kingabwa dans la commune de Limete. Les habitants de ce quartier sont menacés par des inondations causées par les pluies en provenance du Bas-Congo et les débordements de la rivière de Njili qui aggravent la situation. Les habitants déplorent la destruction des digues. Animoussa balance un appel de détresse. Que l'État pense à nous, puisque jamais nous pouvons changer de site d'habitation, et qu'il trouve une solution avant qu'il ait encore une pluie catastrophique. La situation de ce quartier inquiète la plupart des habitants situés non loin de là. Gustave nous parle des difficultés liées à cette détérioration. Quand il pleut à partir du Bas-Congo abondamment, l'inondation débute du Bas-Congo jusqu'ici chez nous, et nous sommes victimes dans tous les cas. Face à cette situation, le pouvoir public est appelé à apporter des solutions d'urgence, mais aussi d'en finir avec ces inondations récurrentes. Voilà, je le disais en début de journal, avec moi sur ce plateau, Patricia Kaniki, présidente de l'ONG Passé, Présent, Futur, PPF, ASBL, ONG, bon, blanc bonnet, bonnet blanc. Voilà, donc vous êtes là pour lancer votre ONG ici à Kinshasa. Mais tout d'abord, j'aimerais que nous puissions suivre ce reportage. L'une de nos reporters, Patricia Basso, a interviewé la vice-présidente de votre ASBL, qui a parlé, elle s'appelle Rodriguez Julie. Elle a notamment parlé de l'implantation de votre ONG et de la formation de personnel soignant et des puéricultrices par la communauté belgo-française. Nous suivons ce reportage et nous revenons sur ce plateau. Bien sûr. Donc c'est passé, présent, futur, qui vise 3 catégories. Donc le passé qui est les personnes âgées, le présent qui est la génération de maintenant, donc nous, et le futur qui sont les enfants. Les objectifs, c'est créer des centres de jour pour les personnes du 3e âge. Pour la génération de maintenant, ça serait créer des formations et de l'emploi. Et pour les enfants, ça serait des institutions pour enfants. Donc c'est créer des formations pour notre institution, c'est-à-dire des puéricultrices pour la crèche. Des aides-soignantes, ça veut dire des personnes qui sont aptes à s'occuper de personnes âgées. Donc qui vont donner des médicaments s'ils prennent des médicaments et qui seront aptes à faire des activités avec les personnes âgées. Et pour les enfants, les puéricultrices, ça sera aussi des personnes qui sont aptes à s'occuper d'enfants parce qu'il y aura une technique de travail qu'on aimerait imposer. On ne travaille pas comme on veut, il y a vraiment cette technique de travail, en tout cas qu'en Europe est très appuyée. Apportons d'abord ce correctif. Donc, ce personnel soignant seront formés par la communauté française de Belgique et non, voilà, comme nous l'avons dit tantôt. Alors, donc vous êtes là à Kinshasa. Déjà, c'est un nom très atypique. L'appellation de votre ASBL, oui, PPF, passé, présent, futur. Qu'est-ce que vous avez voulu symboliser par cette appellation? Une vie humaine. On a voulu symboliser une vie humaine, le passé, qui sont les personnes du 3e âge, le présent, qui sont vous et moi, et le futur, ce sont nos enfants. Alors, cette ASBL a vu le jour à Bruxelles, vous m'avez dit? À Bruxelles, oui. Depuis quand? Ça va faire maintenant, on est dans notre
6e mois. Où les papiers ont été officiellement légalisés et tout, avec toutes les permissions, ça fait 6 mois. Alors, quelles sont les missions dévolues à votre ASBEL? Les missions dévolues à notre ASBEL, c'est le 3e âge, d'abord. Prendre soin de ces personnes. Prendre soin d'eux. Nous parlons de ça pas dans le terme de prendre soin, mais de nous réconcilier avec le 3e âge. Ah, parce qu'il y avait une rupture. Oui, il y a une rupture. Nous avons constaté, nous avons fait des études et on a vraiment vu qu'à cause de la société, aujourd'hui la religion, la crise qui est arrivée. Certains disent que les personnes âgées sont des sorciers. Voilà, tout ça. Et l'Afrique a un peu perdu sa force et ses valeurs qui sont les personnes du 3e âge. Donc c'est vraiment une des raisons pour lesquelles nous avons voulu commencer par là, nous réconcilier avec eux. Et comment se réconcilier avec eux? En prenant soin d'eux, en allégeant leur quotidien seulement. Il faut faire ça. On ne pourra peut-être pas terminer toute une misère, mais au moins leur dire que nous sommes là. Mais si je vous comprends bien, lorsque vous dites, vous parlez de cette rupture, c'est pratiquement comme si vous voulez évoluer dans le contexte congolais, parce que ces problèmes que vous venez de soulever n'existent pas ailleurs, par exemple, là où vous avez... En Occident, peut-être. Oui, en Occident, ça n'existe pas. Non, en Occident, pas. Ici... Donc vous allez mettre votre ancrage ici particulièrement. Ici, oui. L'ASBEL a été vraiment créée pour pouvoir fonctionner ici au Congo, en RDC. Ici au Congo. Donc nous allons commencer par Kinshasa et nous étendre petit à petit. Et quelles sont les premières activités que vous envisagez déjà? Les premières activités, que nous envisageons jeudi, nous irons à la rencontre du PPF vraiment. Donc ce sera ces personnes âgées, la jeunesse et les enfants. Nous irons parler avec eux et les écouter. Ne pas leur promettre des rêves que nous ne saurons réaliser, mais vraiment venir leur dire que nous sommes là, nous sommes conscients du problème qu'il y a et nous allons nous battre pour essayer de faire quelque chose. Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de proposer à nos téléspectateurs la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Dieu merci, Magal. Bonsoir. Les unes de journaux ces mardis sont diverses. D'abord, la référence plus qui titre la MONUSCO s'en mêle. Explication, les Katanga est en proie à l'insécurité depuis quelques mois dans les territoires de Manono, Pueto et Mitoaba surnommés Triangle de la Mort. Plus de 350 cas de violences sexuelles ont été enregistrés entre janvier 2011 et juin 2013 dans ces territoires à cause des violences perpétrées par des milices. La cause, d'après Abdallah Wafi, représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU, c'est le manque de formation des policiers de cette province. Et pour y parvenir, la MONUSCO a déjà disponibilisé plus de 30 millions de dollars américains pour la formation de la police nationale congolaise. Dans la prospérité, Dan Gettler, investisseur contre la RDC, car dit-il, un enjeu économique de taille se joue à la frontière maritime entre l'Angola et la RDC qui possèdent de réserves avérées de pétrole. Tout cela semble-t-il parti de 2003, période où la RDC fut soumise à une pression financière historique. Et maintenant, la RDC devrait recouvrer ses droits sur cette zone offshore. Des millions de dollars sont mis en jeu pour y parvenir. Le meilleur conseiller juridique au monde en matière de droit maritime sont engagés pour que Nessergi obtienne le droit légal et ratifié d'explorer et exploiter la zone d'intérêt commun. Lefar a une toute autre image de l'RDC. Selon lui, l'RDC refuse de devenir un pays émergent à l'horizon 2030. Lorsqu'on jette un regard sur le budget annuel des zones, sur le budget annuel de certains États d'Afrique et qui dépasse au minimum la 50 des milliards, l'on se demande, dit les confrères, si les Congolais ne sont pas en train de rêver du faux que la RDC continue de fonctionner avec les moyens de bord, alors que les richesses potentielles dorment dans son sol, sous-sol et eau. Voilà, Patricia Kaniki, présidente de l'ASBEL PPF. Nous allons devoir boucler notre entretien. Vous savez, le journal, le temps est très court. Avez-vous un message particulier à lancer à ces personnes du passé, du présent et du futur? Pour les personnes du passé, c'est simple, j'aimerais leur dire, votre petite fille, vos petits-enfants sont là. Conscientiser aussi la population, les personnes du présent, nous, de jeter un regard un peu en arrière et aussi à nos enfants de leur dire que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir et que
nous les parents, nous allons essayer de nous Parce battre. qu'on dit que les enfants sont l'avenir de demain. Voilà, voilà. Et vu que la vie est là, nous nous battrons pour faire en sorte que l'espoir continue de vivre. Et toutes les personnes qui sont intéressées par votre ASBL, comment elles peuvent vous contacter? Eh bien, on a une adresse mail qui est asblppf@gmail.com. Merci. Merci Patricia Kaniki d'avoir été notre invitée ce soir. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci particulièrement à tous ceux qui nous suivent par le canal 142 sur le bouquet CanalSat. Merci de votre aimable attention et de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est ce mercredi dès 7h30. Moi, je vous retrouve à 19h, si Dieu le veut. Portez-vous bien. Excellent suite de programme sur Antenne. Bonsoir.